Moscou 2009, 20 ans après le mur. Certes, Berlin est loin de Moscou, mais c'est de la capitale de l'Union soviétique d'alors qu'est partie l'impulsion qui a ouvert le mur de Berlin le 9 novembre 1989. C'est peu dire qu'à Moscou aujourd'hui, la densité et la richesse ostentatoire du parc automobile et des enseignes du luxe témoignent 20 ans plus tard du passage à un autre monde. Le voisinage de la statue de Karl Marx et du panneau publicitaire d'une console de jeux électronique est plus qu'un raccourci temporel. Comment, pourquoi et par qui cette autre révolution russe a-t-elle été rendue possible? La fin de la guerre froide et de l'équilibre de la terreur constitue sinon la fin de l'histoire, au moins la fin d'une histoire entre l'Est et l'Ouest dont Berlin et le mur furent le symbole. On va installer Monsieur le Président ici. Monsieur Védrine en face de lui. Un homme a provoqué la fin de cette histoire, Mikhaïl Gorbatchev. De cette séquence historique et de ses origines, il va maintenant s'entretenir librement avec Hubert Védrine. Je pense qu'il reste. Et vous, vous êtes où? Nous, on est à côté. Ah oui. Très bien. Excusez-moi, est-ce que c'est possible Cette conversation, car il ne s'agit pas d'une interview, entre l'ancien président de l'Union soviétique et l'ancien conseiller du président Mitterrand, puis ministre français des Affaires étrangères, est en effet une histoire inédite du mur et bien au-delà du nouveau visage du monde, celui du XXIe siècle qui commence peut-être le 9 novembre 1989. Vous, à partir du moment où vous êtes le chef de l'Union soviétique, est-ce que c'est vrai que vous avez écarté d'emblée, depuis le début, toute hypothèse de recours à la force? C'est ce qu'on a beaucoup dit depuis, ça s'est écrit. On dit que vous l'avez dit aux autres dirigeants d'Europe de l'Est. Est-ce que dès l'origine, depuis le début, vous avez complètement écarté cette hypothèse genre Tiananmen? Au moment de l'enterrement de Tchernenko, j'étais alors accompagné de Gromyko, le ministre des Affaires étrangères. J'ai dit à tous ceux qui étaient présents, je vous confirme que vous êtes indépendants. Nous respecterons votre volonté. Il est écrit en droit que les pays sont indépendants, qu'ils sont souverains. Vous êtes indépendants. Vous devez mener votre propre politique. Vous en êtes responsable. Nous n'allons pas nous ingérer dans vos affaires, mais nous continuerons à vous fournir pétrole et gaz. Et nous avons agi ainsi jusqu'au bout. Et donc plus de doctrine Brejnev. La doctrine Brejnev d'intervention militaire dans les pays satellites a disparu le jour de l'enterrement de Tchernenko. Mais à ce moment-là, est-ce que c'était pas prévisible que... Même si on a maintenant cessé de le faire, pendant longtemps, on m'a reproché d'avoir rendu ces pays. Qu'avais-je rendu? La Pologne? La Tchécoslovaquie? La Hongrie? Mais à qui les avais-je rendus? Il n'y a qu'une seule réponse. J'ai rendu la Pologne aux Polonais, la Hongrie aux Hongrois, la Tchécoslovaquie aux Tchèques et aux Slovaques. Nous avions des troupes partout. 350 000 hommes en Allemagne, des garnisons de 100 000, 120 000 hommes, un peu partout. Aurais-je dû les faire intervenir? Il est certain qu'on aurait eu alors une troisième guerre mondiale. Alors, à ce moment-là, à partir de mars 85... Crois bien que dans cette situation, ma tête a fonctionné. Je n'ai rien fait contre ma conscience. Malgré de tels changements, le sang n'a pas coulé. De tels changements.
Vers 22h30, le 9 novembre 1989, le responsable du service des contrôles des passeports ouvre le passage du poste frontière entre l'Est et l'Ouest à Berlin. Le mur n'a plus de raison d'être. J'ai pris part à la célébration des 40 ans de la RDA. C'était justement en 1989. Vyacheslav Rakovski, qui était président à cette époque, m'a demandé « Mikhail Sergeyevitch, vous parlez allemand ?» Suffisamment pour comprendre ce qui est écrit sur les bannières et ce que les gens scandent. « C'est la fin », m'a-t-il dit. Les gens criaient « Gorbatchev, reste !» Il l'avait aussi écrit sur des banderoles. Les représentants de 28 circonscriptions, des jeunes gens convaincus, défilaient. Ils étaient prêts à mourir pour la liberté de la République démocratique allemande. Puis les événements se sont précipités. La chute du mur a été semblable à celle d'un grand arbre qui s'effondre soudainement parce que son tronc est pourri. Ce pouvoir était épuisé. Il avait laissé passer le moment. Des réformes étaient pourtant possibles en RDA. D'ailleurs, les frontières étaient ouvertes depuis plusieurs semaines entre l'Allemagne de l'Est et la Hongrie déjà. Et vous aviez accepté ça. Mais est-ce qu'on peut dire qu'à partir du moment où vous arrivez en 1985, puisque vous ne voulez pas employer la force, ce qui est admirable de la part du dirigeant soviétique, ces régimes sont condamnés en fait, tout de suite, sauf s'ils avaient été capables de se transformer complètement. Donc ils n'ont pas utilisé les années 85-89. Ils auraient eu le temps de le faire. Beaucoup de temps. Il fallait mener des réformes. Ils ont eu 3 ou 4 ans. 3 ou 4 ans et ils n'ont pas su se réformer. Et je vais vous donner un exemple des discussions que j'ai eues avec eux. Il y a la Pologne qui est un exemple. Honecker m'a dit « La RDA a fait sa perestroïka il y a 17 ans, c'est-à-dire lorsqu'il a remplacé Ulbricht. » Zhivkov m'a dit que la Bulgarie a connu sa perestroïka en 1955-1956, lorsqu'il a pris le pouvoir. Ceausescu m'a dit, c'était en réponse à la présentation que j'avais faite de la perestroïka soviétique, que la Roumanie disposait d'une démocratie directe. Si c'est nécessaire, nous rassemblons le pays et nous prenons une décision. Il y avait une situation un peu différente en Pologne quand même. Une histoire particulière en Pologne avec Solidarność, le coup d'État de Jaruzelski, puis en même temps le dialogue après, tout ça, c'était quand même un peu différent. D'ailleurs, ça a évolué différemment des autres. Oui, mais pas de la manière dont mon ami Lech Walesa le présente à sa façon. 15% des changements survenus en Europe de l'Est, la fin de la guerre froide, sont survenus grâce à Solidarność, dit-il. 80% grâce au pape et 5% à la perestroïka de l'Union soviétique. Mais d'où vient ce besoin de restructuration? Le jeune Gorbatchev, ancien élève de l'Institut agronome de Stavropol, découvre que l'économie de l'Union soviétique est dépassée par celle du Japon, de la République fédérale allemande et bientôt par celle de la Chine. Pour sauver le système, il faut des réformes en rupture avec les principes léninistes classiques. La conviction de Mikhail Gorbatchev est portée par son parcours personnel.
Nous avions une telle envie de vivre. Nous, cette jeunesse qui avait vu la guerre, qui avait été touchée par elle. Nous disions que nous étions les enfants de la guerre. Nous étions déjà adultes quand la guerre a pris fin. Nous étions heureux d'être en vie. Nous pouvions apprendre, continuer à étudier. C'est difficile de témoigner de ces moments. Beaucoup ne sont pas revenus de la guerre. Or, il y avait besoin de dirigeants dans toutes les sphères, et d'abord en politique. J'ai connu cette période où de très nombreux hommes politiques n'avaient même pas de formation secondaire. Voilà quelle a été ma destinée. C'est pourquoi, depuis l'université, j'ai toujours voulu prendre part à la vie réelle. Cela correspond aussi à mon caractère. J'ai toujours été curieux des autres. Les gens se sont toujours rassemblés autour de moi. Cela m'a aidé à les comprendre. Je savais d'expérience comment, par exemple, on imposait les paysans. Que tu aies une vache ou pas, il fallait donner 120 litres de lait à l'État. Donner aussi 20 kilos de viande. Les kolkhozes étaient une chose, mais une part très importante des produits devait être fournie par la production privée des paysans. Sous Zverev, ministre des Finances de Staline, puis Khrouchtchev, chaque arbre fruitier était imposé. On sait que les arbres ne produisent pas de fruits chaque année. Mais si on possédait un arbre, il fallait alors payer des impôts, qu'il ait ou non donné des fruits. C'est tout ce qui m'a amené à être très impliqué dans la vie réelle. Lorsque je suis devenu secrétaire du parti de ma région, j'ai vu à quel point les gens travaillaient, peinaient, vraiment. Ils se livraient entièrement. Cette réalité s'est imposée à moi. Ce que j'ai fait à Stavropol, c'était ma petite perestroïka. Il me fallait résoudre des questions de sécheresse, de mise en valeur des terres. Souvent, je m'adressais directement à Brejnev. Il était alors secrétaire général. Je dois bien reconnaître qu'il me soutenait, mais je ne sais pas pourquoi. Il a dit une fois, qui faut-il soutenir sinon les jeunes secrétaires? Ça, c'est un bon souvenir. Mais j'ai compris à l'époque que je ne pouvais prendre de nombreuses décisions qu'en enfreignant la loi. Je peux le confesser aujourd'hui. Donc on peut dire que vous aviez l'idée d'une perestroïka en tête longtemps avant? Depuis très longtemps. Je ne suis pas un dissident. Je me souviens des événements de la Tchécoslovaquie en 1968. Août 1968, Prague. Manifestation de rue en faveur de l'indépendance de la Tchécoslovaquie. Les chars russes envahissent le pays. C'est l'application de la doctrine Brejnev, répression de toute velléité de liberté, implacable. Cela ne cesse de me tourmenter. De très nombreuses personnes s'y étaient opposées. J'aimais les Tchèques et je continue de les aimer. Ce qu'ils ont fait alors a trouvé son écho dans la perestroïka. Quand je suis allé en Tchécoslovaquie l'année d'après, en 1969, avec une délégation dans une usine à Brno, les gens nous tournaient le dos. C'était sidérant pour moi, un véritable choc. Des affiches de Lénine avaient été déchirées.
Cela s'est passé juste avant notre arrivée. J'ai vu que nous avions blessé les Tchèques et les Slovaques. Nous les avions humiliés. Je ne vous raconte là que des bribes de souvenirs. Mais tout cela m'a marqué. J'ai encore honte de ces actes. Je suis un être de conscience, de morale. Je ne fais pas partie des politiques qui considèrent que les buts justifient les moyens. Non. Je considère que si atteindre un objectif se fait au détriment des êtres, de leur conscience, si cela les humilie, si cela les soumet, c'est indéfendable. C'est ça qu'il est difficile d'oublier, car nous avons été responsables. Octobre 1956, insurrection de Budapest, certains disent révolution. Le soulèvement populaire hongrois exprime sa haine du stalinisme. L'insurrection est impitoyablement réprimée. Budapest est inoubliable pour Gorbatchev, comme les Prague. Petit à petit, cette idée que c'était indéfendable a fait son chemin au sein du parti. S'il n'y avait pas eu des membres du Politburo, des communistes, qui s'étaient engagés pour la démocratie et la liberté, nous n'aurions pas existé non plus, nous, les initiateurs de la perestroïka. Cet état d'esprit existait déjà dans le parti. Il était impossible en Union soviétique de mener à bien des réformes importantes si elles n'étaient pas initiées par le parti. Les réformes du premier secrétaire Kosygin, par exemple, dans les années 60, se sont soldées par un échec, parce qu'elles n'ont pas trouvé d'écoute dans le parti. Est-ce qu'on peut dire que quand le Politburo vous choisit en mars 85, ils se rendent compte de ce que vous êtes capable de faire? Ils acceptent ce que vous voulez faire après? Non, je dois dire que cela a été un processus très difficile. Le chancelier Helmut Kohl m'a raconté que lors d'une visite à Andropov, quand celui-ci était malade, il lui a demandé s'il pensait à un successeur. Ses assistants lui ont écrasé le pied en disant « Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est un homme malade. Et toi, tu l'interroges sur son successeur ?» J'ai beaucoup de respect pour Andropov. Andropov lui a répondu que nous sommes tous mortels et qu'il était nécessaire de penser à sa succession. Et il lui a dit « Oui, j'ai un successeur, Gorbatchev. » Je n'ai connu le détail de cet entretien que récemment, après tant d'années, bien après que j'ai démissionné de ma fonction de président. Dans l'entourage d'Andropov aussi, les gens étaient prêts. Une fois, pendant qu'il se reposait à Kislovodsk, dans ma région, alors que nous nous promenions, nous nous connaissions bien et je pouvais me permettre certaines libertés. Je lui ai dit « Yuri Vladimirovitch, j'ai l'impression qu'au Politburo, vous ne pensez pas au pays. » Il m'a répondu « À quoi d'autre pourrions-nous penser ?» Je lui ai dit « Prenez par exemple les photos des fêtes de novembre pour le jour de la Révolution. Toute la classe dirigeante est là, mais il n'y a pas un seul visage jeune. Qui va vous succéder? Vous allez tous mourir. »
Il m'a répondu « Que dis-tu? Que Dieu nous préserve ?» Mais j'ai poursuivi « J'essaye seulement d'être objectif. C'est un processus naturel et vous le connaissez mieux que moi. Il faut se préparer, prendre en compte toutes les possibilités, y compris la mort. » Et c'est comme ça que ça s'est passé. Brejnev est mort, puis Andropov, puis Tchernenko. Tout ça en 4 ans. La gérontocratie soviétique semblait éternelle. Le système se défendait. Mais avec la mort de Brejnev en novembre 82, après 18 ans de règne, l'histoire s'accélère. Andropov, qui lui succède, mourra 15 mois plus tard en 1984. Et Tchernenko, qui aura porté tous les cercueils de ses prédécesseurs, ne survivra que 13 mois. Le secrétariat général du plénum du parti est ouvert à Mikhaïl Gorbatchev, qui dispose alors du soutien d'Andrei Gromyko, ministre respecté des Affaires étrangères depuis 28 ans. Est-ce que quelqu'un comme Gromyko imaginait la suite? Il pensait que vous étiez l'homme de la situation, certainement, mais est-ce qu'il pouvait imaginer Perestroïka, Glasnost et tout le bouleversement géopolitique? Est-ce que c'était pensable, imaginable à ce moment-là? Tout le monde savait. Tout le monde se l'imaginait. Tout le monde comprenait dans quel état se trouvait le pays, qu'il fallait faire quelque chose. L'expression « on ne peut plus vivre comme ça plus longtemps » est littéralement sortie du peuple. Tout le monde répétait « on ne peut plus vivre comme ça plus longtemps ». Nous avions besoin de liberté, de la liberté de parole, de la liberté politique. Il fallait changer le régime. Ça voulait dire commencer à lutter ouvertement contre l'héritage stalinien. Le temps était venu. Ce n'est pas tout le monde qui en aurait été capable. Mais il y avait beaucoup de prétendants pour le poste de premier secrétaire, notamment Gromyko. Je voudrais introduire un souvenir personnel. Vous avez reçu François Mitterrand juste après les obsèques de M. Tchernenko. Vous l'aviez rencontré en juin 1984 au Kremlin, quand il y a eu la visite de Mitterrand, celle où il avait parlé de Sakharov d'ailleurs, dans le toast au Kremlin. Donc vous le recevez en mars 1985, longuement. Je me rappelle de ce que Mitterrand a dit à ses collaborateurs, nous, et puis aux journalistes français. Tout de suite, il a dit, c'est un dirigeant soviétique complètement différent. Complètement différent. Il faut prendre ça très au sérieux. Puis la même année, vous êtes venu en France, à l'automne, donc les discussions se sont approfondies, et très vite, François Mitterrand nous a dit, c'est un homme qui est déterminé à changer les choses. Il veut vraiment changer le système. Et à l'époque, Bush, Kohl et les autres étaient encore sceptiques. Et tout de suite, il nous a dit, il va rencontrer des obstacles énormes, gigantesques, pour changer le système. Est-ce qu'il va arriver à changer le système? Nous le souhaitons, c'est notre intérêt, mais est-ce qu'il va y arriver? Donc, vous voyez, très vite, chez certains de vos meilleurs interlocuteurs occidentaux, qui souhaitaient la réussite de votre politique, il y a eu une interrogation sur les difficultés et sur les obstacles. Mais j'avais encore plus de doutes. Je ne sais exactement pourquoi, mais en moi, la décision avait mûri. Il fallait faire quelque chose, je devais le faire. Laisser l'initiative aux vieux, laisser le système en l'état, c'était trahir les gens qui me faisaient confiance. J'étais persuadé qu'il fallait le faire. Partir des meilleures intentions possibles, puis advienne que pourra. On se rend mieux compte avec le recul à quel point ça a été pour vous un affrontement presque permanent de 1985 à 1991 pour faire prévaloir votre vision entièrement nouvelle. Je voudrais vous demander quel sentiment vous avez sur l'attitude des dirigeants occidentaux, essentiellement le président George Bush, le père, Helmut Kohl, Margaret Thatcher, François Mitterrand, Felipe González et les autres. Est-ce qu'avec le recul, vous avez le sentiment qu'ils ont vraiment compris ce que vous vouliez faire? Est-ce qu'ils vous ont vraiment aidé, politiquement, stratégiquement, financièrement? Est-ce qu'ils vous ont vraiment aidé? Ou est-ce que vous avez eu le sentiment qu'au fond, ils attendaient tout simplement la chute de l'URSS? Et je pose la question tout en sachant moi-même qu'on ne peut pas faire la même réponse sur chaque
protagoniste, puisque j'ai vécu de l'intérieur les différences d'approche ou de tactique entre Mitterrand, Thatcher, Kohl et Bush. À certains moments, ils étaient d'accord par rapport à vous, à d'autres moments, ils n'étaient pas d'accord. Quand, par exemple, vous avez été invité au sommet des 7 à Londres, Kohl et Mitterrand étaient plutôt favorables et les Américains étaient plutôt réticents. Enfin, c'est l'exemple que j'ai en tête. Mais je crois que c'est très important de savoir maintenant, au moment du jugement historique, quel est votre souvenir à vous, votre appréciation sur l'attitude de ces grands interlocuteurs extérieurs, occidentaux? Да, конечно, мы вели свое дело и разворачивали перестройку. Bien sûr, je ne développais pas la perestroïka dans une bulle. Un monde divisé par la guerre froide nous entourait. Il fallait se montrer responsable, avancer prudemment de façon à ce que nos alliés comprennent notre démarche. Je voyais bien que par moments, quand ça allait mal chez nous, nos partenaires occidentaux se frottaient les mains. C'est la vie, comme disent les Français. Так вот, конечно, наша La glasnost a tout de suite ouvert le pays, a fait bouger la société. Ce qu'on entendait, ce qu'on pouvait lire dans les journaux, dans nos rues, était étonnant. Et cela m'a étonné moi-même. Les gens avaient accumulé tant de rancœur. Ils ont senti qu'ils pouvaient dire ce qu'ils éprouvaient et qu'ils n'en seraient pas sanctionnés. C'était incroyable, incroyable. C'est une période que je qualifierais de période rose de la perestroïka. Le premier voyage officiel à l'étranger de Mikhaïl Gorbatchev est effectué en France. Il est reçu par François Mitterrand qui s'est longtemps demandé si le renoncement à la doctrine Brejnev du recours à la force militaire était ou non de la part du premier secrétaire un coup de bluff. Conférence de presse à l'Élysée, le président français s'efface, ce qui n'était pas si fréquent. C'était spectaculaire. Il y avait beaucoup de journalistes. Je pense que François Mitterrand m'a surexposé. Il menait la conférence de presse d'une façon intelligente. Il intervenait de temps en temps, mais estimait que c'était surtout à moi de parler. Je pense que c'est dès cette époque que nous avons noué une relation particulière. Je ne dirais pas qu'il y avait un entendement systématique, mais nous étions bien disposés l'un envers l'autre. Là a commencé notre dialogue. Il a été continu. J'ai souvent été étonné par Mitterrand. Un jour, je reçois un appel inattendu. Mitterrand vous appelle, me dit-on, sans que nous soyons convenus auparavant, lui et moi, du contenu de l'entretien. Monsieur le Président, je n'ai aucun thème de discussion, dit Mitterrand. Je rétorque que cela me fait d'autant plus plaisir. J'appelle en ami. Comment vous sentez-vous? Il y a eu plusieurs appels de ce type, surtout à l'époque où j'étais en difficulté. C'était un homme très sensible, intelligent, un grand intellectuel. Mais moi, je peux vous dire qu'il souhaitait vraiment que vous réussissiez. Il souhaitait vraiment ça. Il souhaitait vraiment que vous réussissiez à moderniser le pays. Je m'engage en disant ça. Tous les dirigeants occidentaux ne souhaitaient pas ça. Il ne le cachait pas. Il le disait ouvertement. Mais on le critiquait en France, là-dessus. Il était critiqué, certains trouvaient qu'il en faisait trop. Il en faisait trop pour vous, il s'engageait trop. C'était un visionnaire, alors que dans les entourages, il y a toujours des frileux. Ça non plus, ce n'est pas nouveau.
En Allemagne, Genscher, le ministre des Affaires étrangères du chancelier Kohl, m'a soutenu dès le début. Lors d'une conférence à Rome ou à Paris, il a été accusé d'être trop engagé à me soutenir et on a qualifié sa ligne politique de genscherisme. Écoutez, disait Genscher, nous avons devant nous un homme nouveau, une nouvelle génération, un homme cultivé qui s'est élevé par lui-même. Pourquoi faudrait-il que je ne le croie pas ? Vous croyez qu'il nous trompe ? Mettons-le à l'épreuve. Nous verrons bien si ses actes suivent ses paroles. Ainsi, y avait-il des attitudes contrastées ? Car Helmut Kohl, lui, n'était pas pressé. Il prenait tout son temps pour réfléchir, pour discuter. Lors d'un entretien avec des journalistes, il lui a été dit « Regardez Gorbatchev, il a des idées nouvelles, il parle ouvertement, sans discours écrit. Ce n'est pas un bureaucrate, mais un homme de dialogue. » Il a répondu « Nous aussi on en a eu un comme ça. Il faisait référence à Goebbels. Il m'a comparé à Goebbels. Je le lui rappelle de temps en temps. Nous sommes devenus de bons amis depuis. Mais au début, c'est Genscher qui s'est risqué. Vous voyez comment ça s'est passé. Et les Américains, Monsieur le Président ? Justement, j'y arrive. Je voulais y arriver. C'est une grande question. La rencontre avec Reagan a été très intéressante. Il s'est installé dans la maison qui avait été louée pour lui. Je m'y suis rendu. Il est venu m'accueillir. Une conversation s'est engagée. Mais nous parlions en même temps. Moi en russe, lui en anglais. On m'a demandé ensuite de quoi nous avions parlé. J'ai répondu que je ne savais pas, que chacun avait pratiqué un monologue. Néanmoins, Reagan savait quand même mener une conversation. C'était un très bon communicateur. Enfin, lors de notre première rencontre, nous avons discuté pendant 1 heure en tête-à-tête. Puis je suis sorti voir mes collaborateurs et lui les siens. Mon équipe m'a demandé quelle impression Reagan m'avait fait. J'ai répondu « Vous savez, je pense que c'est un dinosaure ». Il s'est trouvé que, dans le même temps, la même question était posée par les siens à Reagan. Newsweek a publié la réponse la semaine suivante. C'était, paraît-il, une fuite. Quelle impression vous a fait Gorbatchev ? Et Reagan a répondu « C'est un communiste buté ». Ce fut donc une rencontre entre un dinosaure et un communiste buté. Mais pendant 2 jours, nous avons pu débattre de façon très vive. Nous n'avons pas cessé de discuter. Je ne vais pas en parler en détail, ça prendrait trop de temps. Cependant, nous sommes arrivés à un communiqué commun, énonçant que la guerre nucléaire était inadmissible et qu'il ne pouvait y avoir de vainqueur. Puisqu'il n'est de vainqueur possible, pourquoi ne pas sinon éliminer, au moins réduire les arsenaux nucléaires ? En octobre 1986, Ronald Reagan et Mikhaïl Gorbatchev se rencontrent à Reykjavik, en Islande, où en quelques heures, la notion de maîtrise des armements progresse davantage qu'au cours des 20 années précédentes. Reykjavik a été une rencontre exceptionnelle. Reykjavik a eu une influence majeure, non seulement sur nos relations avec l'Amérique, mais aussi sur toute la politique internationale. Nous y avons discuté toutes les questions concernant le désarmement. Mon idée était la suivante. Il fallait aller à Reykjavik, non pour discuter, mais pour faire des propositions réelles et constructives sur le long terme. Si les Américains les acceptaient, le processus pouvait aller de l'avant. Et les militaires chez vous étaient d'accord avec ça ? Oui,
Oui, parce que les militaires américains freinaient pas mal les idées de Reagan. De notre côté, même s'il y a eu des critiques, elles ont été étouffées avant d'être présentées au Politburo lors des commissions. Le maréchal Akrameyev, ancien chef d'état-major, m'avait accompagné en Islande. Nous étions très déterminés. J'ai dit, il y a 3 domaines: l'air, la terre et la mer. L'armement nucléaire est réparti entre ces 3 sphères. Nous considérions que nous étions à un niveau comparable à parité. Pas arithmétiquement, mais à parité. J'ai fait la proposition de diminuer les arsenaux de 50%. Ainsi, tout en restant à parité, le niveau baisserait. C'était notre proposition. S'ils n'acceptaient pas, nous aurions dénoncé publiquement leur attitude. La limitation des arsenaux nucléaires ne résout pas le projet américain de guerre des étoiles. Le 23 mars 1983, le président Reagan avait, dans une allocution télévisée, annoncé souhaiter la fabrication d'armes nucléaires défensives, bouclier spatial, destiné à protéger les États-Unis d'une éventuelle attaque soviétique. Ce projet était-il réel ou n'était-ce qu'un leurre destiné à épuiser financièrement Moscou? Je crois que Reagan lui-même croyait que c'était réalisable. Alors qu'on est 25 ans après, et les spécialistes américains continuent à dire que peut-être dans 20 ou 30 ans. En fait, c'était scientifiquement, ça n'avait aucun fondement à l'époque. Mais je crois que lui, il y croyait un peu. Ce n'était pas uniquement pour vous épuiser. On avait beaucoup de contacts, nous, avec la Maison-Blanche, puisque la Maison-Blanche voulait obtenir l'approbation officielle de la France et des autres sur ce programme. Et nous, on a résisté à ça. On n'était pas convaincus scientifiquement et on n'était pas convaincus stratégiquement. Mais je n'avais pas le droit d'hésiter entre « je vous crois » ou « je ne vous crois pas ». Pour moi, c'était l'un ou l'autre. Il fallait trancher. Je ne pouvais pas dire que nous n'y croyons pas, car nous étions, nous aussi, occupés à la guerre des étoiles. Nous savions que c'était possible. Et nous voyons aujourd'hui que c'est possible. Non, ce qui n'est pas possible, c'est la protection complète. Faire des armes dans l'espace, on peut. Mais l'idée de Reagan, c'est d'un bouclier complet pour empêcher tous les missiles de passer, ça ne marche pas. Mon cher, permets-moi de ne pas être d'accord. Un coup, sans révéler quel coup, porté dans l'espace contre le système de satellites adverse, et c'est l'ensemble de l'armement stratégique de l'ennemi qui se trouve hors d'état. Je peux alors engager une frappe nucléaire. C'était possible. Nous avons une réponse. Je tiens à te le dire. Ce n'était pas du bluff. Le programme avait un code. Nous avions un scénario. C'était une réponse d'un autre type, asymétrique, mais c'eût été une réponse effrayante. Donc c'est pas ça qui a épuisé l'Union soviétique. Non. La course à l'armement dans l'espace a cessé. Nous avons clos notre programme. Mais nous avons dépensé 10 trillions de dollars, tout comme eux. Toutefois, pour les Américains, il faut rapporter cette dépense à leur énorme économie, alors que pour nous, cela avait été une charge écrasante. Il était très difficile de continuer cette course.
Il fallait résoudre cette escalade par le biais de la politique. J'ai à nouveau rencontré Reagan avec des propositions concrètes. Lors de la dernière nuit de négociation, que ne m'a-t-il proposé? Nous allons vous aider, a-t-il dit. Nous allons partager la charge financière avec vous. Nous allons revoir le prix du blé, etc. Je lui ai dit, Monsieur le Président, on ne transige pas avec la sécurité. Il a répondu, je suis désolé. Et ça s'est fini là-dessus. Plus tard, lorsque nous attendions les voitures, j'ai compris qu'il regrettait de n'avoir pu nous attirer dans la guerre des étoiles. À ne pas réussir à épuiser l'Union soviétique dans cette course, Ronald Reagan broyait-il du noir? Il ne le montrait pas. Mais les parties d'échecs géostratégiques demandent de ne rien dévoiler des émotions ou des colères. Ces sourires et ces embrassades étaient donc de circonstance, cependant que la guerre froide restait à l'œuvre? Вот Рейган как действовал. Он уговорил короля. Comment agissait Reagan? Il a convaincu le roi d'Arabie Saoudite de mettre plus de pétrole sur le marché pour faire baisser les prix. Ainsi, notre principale source de devises a-t-elle chuté des 2/3. C'est tout. Vous êtes sûr de ça? J'en suis d'autant plus sûr que ce sont les Américains eux-mêmes qui l'ont dit, publiquement, notamment McFarlane, membre du Conseil de sécurité. Sous Brejnev, nous étions plus à l'aise. Le baril cotait jusqu'à $35. Sous la présidence Poutine, on pouvait presque se baigner dans un océan de dollars. Alors que j'ai dû encaisser le choc d'un baril oscillant entre 8 et $12. Ça a été un coup de couteau dans le dos. Les partenaires n'agissent pas ainsi. Il y a eu une volonté d'étouffer la Russie. L'URSS. C'est la Grande Russie. La Grande Russie. La situation est devenue extrême lorsque notre monnaie a perdu les 2/3 de sa valeur à cause de la chute des cours du pétrole. J'ai été obligé de prendre des risques dans cette situation. Nous avons dû puiser dans nos réserves d'or et de devises. Un montant si élevé qu'à la fin, nous avons tout dépensé. Parce que il semble qu'à un moment donné, vous avez pensé que ce n'était pas possible de passer tout de suite à l'économie de marché. Là, vous parlez de marché au sens des approvisionnements. Mais le passage d'un système économique à l'autre, l'économie de marché, même à ce moment-là, ça paraissait, à vos yeux, pas possible encore. Vous parlez du programme des 500 jours de l'économiste Yavlinsky, conçu pour passer à l'économie de marché. Après 1991, Eltsine a suivi ce programme. Le passage a été immédiat. Et le pays tout entier s'est écroulé. Eltsine a brutalement ouvert la Russie, qui n'y était pas préparée. Elle a été aussitôt dépecée de l'intérieur, mais aussi par les étrangers. Les Européens achetaient tout pour rien. Un immense pays s'est retrouvé à genoux. Vous me le rappelez, personne n'avait le droit de faire ça. Il fallait passer par l'autonomie des entreprises, à qui j'avais donné la possibilité de commercer avec l'étranger. Nous avions adopté une loi concernant les coopératives. Nous avions voté une loi concernant l'allocation de la terre. Il fallait préparer le pays. Les Russes ne savent toujours pas aujourd'hui travailler dans les conditions du marché. Et à l'époque, ils savaient encore moins. Il était plus qu'aventureux d'emprunter ce chemin. Mais alors, justement, si on prend la fin de la période, quand vous avez rencontré les plus grandes difficultés ici, en 90-91,
avec les événements de 91. Et puis il y a eu le sommet de Londres aussi. Juillet 91, sommet des 7 pays les plus industrialisés à Londres. John Major, Helmut Kohl, François Mitterrand, George Bush. À Moscou, les ultra-réformateurs reprochent à Mikhaïl Gorbatchev de ne pas avoir assez fait à Londres pour obtenir l'aide des Occidentaux, cependant que les conservateurs l'accusent d'avoir vendu l'Union soviétique aux capitalistes. Là, selon vous, est-ce que les Occidentaux vous ont aidé vraiment ou pas? Le soutien le plus fort a été celui de Mitterrand et de Delors. Mitterrand a dit « Écoutez, ces gens mènent une révolution. Ils changent le pays. Nous devons les aider. » Le président américain, lui, s'en est lavé les mains. Les Japonais lui ont emboîté le pas. Le Premier ministre canadien, Mulroney, ne savait quelle décision prendre. Il hésitait, comme on le fait le matin en se dandinant dans les toilettes publiques. Même chose pour Kohl. Aujourd'hui, on peut dire que ça a été une trahison. Et Bush? Mais j'ai mentionné Bush. Il a refusé. Thatcher l'avait rencontré la veille et avait essayé de le convaincre. « Tu dois les aider », a-t-elle dit. Mais elle n'était déjà plus au pouvoir. John Major, lui, n'était qu'un vassal obéissant de Bush. Pour faire court, c'était une trahison historique. Et si les 7, vous avez aidé plus à Londres, est-ce que ça aurait évité le putsch de l'année suivante? Ou est-ce que ça n'a aucun rapport? Je pense que cela aurait permis de l'empêcher, car les putschistes se sont appuyés sur le mécontentement populaire. Ils pensaient qu'ils allaient gagner. C'est ce qui les stimulait. Lorsqu'on me demande aujourd'hui si la perestroïka a réussi ou échoué, je réponds qu'elle a réussi parce que nous avons conduit le processus de restructuration à un point de non-retour. Aujourd'hui, personne ne peut ramener la Russie en arrière. Du point de vue de l'histoire, j'ai fait ce que j'avais à faire. Ainsi apparaît-il qu'en tant que politique, en tant qu'homme, j'ai perdu. Mais en tant que responsable de la stratégie et de la politique du pays, j'ai imposé la perestroïka. Tout ce qui se passe aujourd'hui a commencé à cette période. En tant qu'être humain et dirigeant politique, vous êtes immensément respecté dans le monde entier. Peut-être qu'une partie de l'opinion russe vous en veut de ce qui s'est passé après. Mais votre image dans le monde entier est extrêmement forte. Même si ça ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez. Vous savez, la Russie, après tous ces épisodes, est divisée sur leur évaluation. 10 ans après sa mise en œuvre, 40% de la population était favorable à la perestroïka, alors que 45% y étaient hostiles. Récemment, à l'occasion des 20 ans de la restructuration, la même question a été posée.
Et 52% des personnes interrogées ont estimé que la perestroïka avait été utile. Seulement 38% qu'elle n'avait pas servi le pays. La situation évolue. Avec le temps, les gens comprennent que cela était nécessaire. Monsieur le Président, on ne peut pas refaire l'histoire, mais est-ce qu'on peut imaginer une perestroïka qui aurait réussi en Union soviétique sans entraîner l'éclatement de l'Union soviétique? Est-ce que c'était une hypothèse possible? Ну вот, тут мы никого не обвиняем, потому что, прежде всего, больше всего мы сами виноваты. Je n'accuse personne. Nous sommes les premiers responsables, nous, les dirigeants soviétiques. Mais quand l'Union soviétique a éclaté, beaucoup à l'étranger se frottaient les mains. Pendant presque 100 ans, ils avaient combattu le socialisme. Et là, ce sont les Russes eux-mêmes qui leur ont fait ce cadeau, dans un joli papier. La suite des événements, vous la connaissez. Ситуация такова, что наши друзья, европейцы... La situation actuelle est la suivante. Nos amis européens continuent de contrer la Russie, telle qu'elle est aujourd'hui, tant au niveau de ses frontières qu'au niveau économique. Il n'y a pas de véritable coopération. Il y a toujours la peur des transferts de technologie. Toujours. Je l'ai dit et écrit. L'Europe occidentale voudrait que la Russie reste dans cet état de faiblesse relative le plus longtemps possible. Voilà. Terminé.